Salut et bienvenue pour une variante du top 15 perso. Je sais même pas exactement comment je vais appeler ces vidéos-là, si jamais elles sont récurrentes, on verra. En tout cas, j'en ai parlé à quelques reprises, je commence à manquer un peu d'idées qui m'inspirent beaucoup pour les top 15 persos. Top 15 de ce que je préfère parmi ci, ça. Je vous cache pas que ça se perd un peu, en dépit du fait que vous avez été très gentil lorsque j'ai demandé ça il y a quelques temps, sur ce qui vous ferait plaisir, sur ce que vous pourriez me suggérer en tant que top 15 perso à faire. Le truc c'est qu'il y a de bonnes idées, mais est-ce que ces idées m'inspirent? Et pas trop en fait. Je suis sûr que ça peut inspirer d'autres personnes, ce genre de top 15, ah tiens, si tu listais ci, ça. Moi, c'est pas un truc qui me vient naturellement et j'aime faire des top 15 persos qui me viennent un peu naturellement. Je me dis, je vois tout de suite où je vais aller, qu'est-ce qui me parle le plus, tout ça. Et depuis quelques temps, il n'y a plus trop ça. Je peux encore vous pondre quelques petits trucs comme ça, mais vraiment pas des masses. Et à côté de ça, je commence de plus en plus à avoir une envie de revenir sur les séries qui me plaisent. Ça me fait revenir à un des thèmes que je voulais aborder lorsque j'ai commencé à faire des vidéos. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs choix qui s'ouvraient à moi et j'ai fini par choisir Disney parce que je voulais vraiment partir sur les traces du Nostalgia Critique. Mais il y a quelques autres sujets que je voulais aborder et parmi ces sujets-là, il y avait un truc qui me plaisait vraiment bien, c'était de revenir sur les séries qui me plaisent en faisant des tops. Je crois que je vais appeler ça Zeritop ou un truc comme ça, une connerie de ce genre-là. Vraiment, c'était un projet assez poussé qui aurait pu remplacer celui des Disneyfiles, voire être en parallèle. Limite, j'avais peut-être vaguement songé à faire une chaîne en parallèle pour ça. Après, c'était un peu trop pour le temps qui me restait, que j'avais. Oui, j'avais un petit peu cette idée de revenir sur des séries qui me parlaient pour faire des tops. Des tops des épisodes, des tops des personnages, faire le pour et le contre parce que j'aime faire ça. Donc, regardez mon top 10 des épisodes de telle série, voilà mon top 10 des pires épisodes pour compenser ce genre de choses. Et j'ai un petit peu envie de profiter de ce format pseudo top 15. Peut-être que je vais appeler ça Zeritop en fait, ce serait pas si bête que ça, sur ce thème qui me parlait bien, revenir sur les séries qui m'ont vraiment marqué et parler de ce qui a été le plus réussi en termes d'épisodes. Et j'ai un peu envie de me lancer avec une de mes séries phares, celle que j'ai regardée le plus, et cette série c'est Lost. Je pense que c'est la série que je me suis le plus revue. J'ai dû la voir 4 ou 5 fois, et il n'y a pas des masses de séries que je me regarde 4 ou 5 fois. C'est ultra rare, je vous cache pas. Même mes séries préférées, ma série préférée Young Justice, j'ai vu une fois de moins, quelque chose comme ça. Donc c'est vous dire. Et cette série m'a tellement marqué que je l'ai vue et revue. Et j'ai un petit peu envie de me lancer dans ce concept qui accrochera ou pas, on verra. Si ça accroche pas, je ne veux pas non plus insister des masses. Je vais faire ça 2-3 fois si jamais je sens que ça passe ou pas. Et voilà, Lost, les disparus. Une série sortie en 2004 qui raconte la vie de naufragés perdus sur une île mystérieuse qui auront des tonnes d'aventures avec des tonnes de rebondissements, des révélations en tout genre sur nos personnages et leur passé. C'est une série qui m'a vraiment tapé dans l'œil et c'est un cas particulier avec cette série, c'est que j'ai pas accroché tout de suite. Quand j'ai vu le pitch de départ, vraiment à diffusion à la télé, c'était à l'époque où Internet était clairement pas courant, quand j'ai vu le pitch de départ et que ça passait à la télé, je me suis dit, ça me parle pas plus que ça. Et il a fallu attendre la moitié, à peu près la mi-saison 1, pour que je tombe dessus par hasard à la télé. Je sais même plus sur quelle chaîne c'était, si c'était la 1 ou la 6. Il me semble que c'était sur TF1, la première fois que c'était diffusé. Enfin bon, n'hésitez pas à me reprendre, je me souviens plus exactement. Bref, je suis tombé sur un épisode de milieu de saison 1 et j'ai été happé dedans. J'étais happé par l'ambiance, happé par cette façon d'amener les mystères et les rebondissements, et par les personnages tout simplement.
Et après coup, je me suis farci tous les épisodes au fur et à mesure qu'ils étaient diffusés. Et dès lors qu'un coffret sortait, j'achetais le coffret de la saison au fur et à mesure. J'ai acheté le coffret des saisons très peu de temps après leur sortie. Hein, et c'est grâce à ça que j'ai pu découvrir les premiers épisodes que j'avais zappés la première fois au premier visionnage à la télé. Donc voilà, c'est une série qui représente beaucoup pour moi parce que c'est celle que j'ai le plus vue et c'est... En dépit de ces défauts d'écriture que je suis le premier à reconnaître, hein, vraiment, je ne vais clairement pas dire que c'est du génie scénaristique et qu'il n'y a absolument rien à dire. Il y a des soucis scénaristiques importants, et les gens qui les pointent, je suis totalement avec eux, hein, je comprends très bien d'où ça vient. En dépit de ça, je ne peux pas m'empêcher d'adorer l'atmosphère, le ton et cette relation particulière entre les personnages que vous avez su instiguer. C'était le candidat parfait pour tomber dans la catégorie du Zeritop. Je suis vraiment pas sûr encore, hein. Si je trouve mieux, on verra. Bref, qu'est-ce que c'est que ce concept? Parce que je tourne autour du pot là, et il y en a certains qui commencent à s'impatienter. Normalement, je vous ferai les petits détails, comme ça vous saurez directement où sauter sur la vidéo. Ce concept, c'est simple, c'est je vais revenir sur tous les épisodes d'une série et vous listez mon top 10 des meilleurs épisodes et mon top 5 des moins bons. Pour compenser, parce que je ne peux pas dire que du bien d'une série, même si je l'adore. Et voilà, ça fera un pseudo top 15. Ce qui fait que ça restera un petit peu dans la même veine, donc je pense que je mettrai ça dans la même catégorie que les top 15 perso. Donc... si je fais ça, c'est pour me faire un petit topo de ce qui a su marquer dans une série, autrement que par les personnages. La tier list des personnages, je trouve que c'est très intéressant pour se faire une idée quels sont les personnages qui m'ont le plus marqué, qui m'ont le plus intéressé. Faire ça avec les épisodes, je trouve que c'est un petit peu bof, je vous cache pas. Ça marche moins bien. C'est moins intuitif de faire une tier list d'épisodes que de faire une tier list de personnages pour moi. Donc, c'est plus pratique de simplement faire une liste, un top de ce qui marche le mieux et ce qui marche le moins bien. Et si ça se trouve, ça se recoupera. Si ça se trouve, il y aura des listes comme ça que je ferai pour les épisodes et pour les personnages d'une même série. Peut-être que je ferai ça pour Avatar 1 de ces 4. Peut-être que je ferai une tier list des personnages de Lost à un moment donné. On verra, hein. Si ça dure assez longtemps, peut-être que ça se recoupera, mais... je vois loin, je vois très loin, hein. Faut d'abord un petit peu jauger comment ça va être reçu ça. En tous les cas, voilà le topo et on va commencer par le négatif, hein. On va d'abord se poiler un petit peu en voyant ce qui ne marche pas aussi bien que le reste dans cette série. Alors, je me suis fait une liste, ça n'a pas été simple parce qu'il y a quelque chose comme 120 épisodes. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup hein, de faire le tri là-dedans. Et ouais, avant de parler des 5 moins bons à mon goût, j'aimerais parler de quelques mentions déshonorables qui sont dans la liste des pires pour beaucoup et qui ne sont pas totalement pour moi. Mais je tiens à en parler un petit peu, histoire de justifier pourquoi c'est pas tout à fait dans mon top 5. Donc le premier c'est SOS de la saison 2, l'épisode sur Rose et Bernard qui n'apporte pas grand chose. Et ça a beau ne pas apporter grand chose, je trouve pas une seule seconde que ce soit affligeant. Ça passe. Leur flashback est sympathique, leur relation de couple est assez touchante. Et ce qu'il essaye de faire, Bernard, je suis un peu derrière. Je comprends où il veut en venir et je comprends comment Rose vit ça et comment elle essaye un petit peu de le calmer. C'est clair et net que ça apporte pas grand chose et que il n'y a pas des masses de choses qui progressent, mais j'ai rien contre un épisode où on se pose un peu. Après, est-ce que c'est folichon? Non, mais c'est pas le pire. Alors, j'aurais dû le préciser au début, je suis désolé. Évidemment, cette liste est faite pour ceux qui connaissent un petit peu la série de base, quoi. Ceux qui ont suivi un petit peu le topo, parce que, évidemment, je vais vous spoiler pas mal de choses qui se passent. Et donc, il y a des rebondissements, des personnages qui meurent, hein, je vais pas vous dire lesquels, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est clairement mieux de découvrir la série par soi-même que via une liste comme ça. Hein. Qu'on soit bien d'accord, hein. Je m'adresse
malheureusement aux fans qui connaissent déjà, et ceux qui sont un petit peu derrière, vous risquez d'être un petit peu derrière. Désolé. Mais bon, ensuite, donc, dans les mentions déshonorables, il y a Étranger parmi eux, l'épisode sur Jack, que je vois souvent cité parmi les plus mauvais de la série. Et je peux comprendre pourquoi, parce que le flashback est totalement inintéressant et servait à rien. On avait presque plus rien à raconter sur le passé de Jack, et ça se voit clairement. On explique juste d'où vient son tatouage, ce qu'il est censé vouloir dire, et on invente une histoire à la con où on le rend stupidement obsessif pour pas grand chose. Voilà, ce flashback était ridicule et il n'aidait à rien, mais en toute sincérité, ce que raconte le reste, ça me va, hein. Dès lors qu'on sort du flashback, tout ce qui est la tension au sein des autres, ce que doit subir Juliette et comment Jack essaye de la sauver, j'étais pris dedans, ça me convenait très bien, donc ça suffisait à compenser ça. Et ensuite, le dernier, c'est Jusque dans la tombe. Un autre épisode de la saison 3 qui n'est pas super bien vu par certains, parce que c'est comme pour l'épisode sur Bernard et Rose. C'est pas très utile. On suit le quotidien de deux persos dont j'ai oublié le nom, Nikki et Paolo, qui ont vécu sur l'île et qui ne sont jamais apparus avant la saison 3. Et donc c'est une excuse pour leur inventer une petite histoire indépendante et dire qu'ils ont été là. Et qu'ils sont tombés comme par hasard sur certains trucs aussi. C'était un peu grossier par moments, mais ce que ça racontait, la petite histoire que ça racontait était sympatoche, et j'ai apprécié les petits retours de flashback sur leur vie avec nos autres naufragés plus connus. C'était un petit peu drôle, et sympathique de voir ça. C'est un petit épisode fanservice presque, mais fait de façon très mignonne. Je peux pas le détester pour ça, même s'il apportait pas grand chose. Et puis il y a quand même une espèce de conclusion à un petit truc qui avait été mis en place dans la saison 2. Autour de Charlie et Hudson, donc on a un tout petit peu conclu ça, il n'y avait pas rien non plus qui en ressortait. Mais bon, je reconnais qu'on est loin de la qualité moyenne du reste. En tous les cas, voilà qui a fini ces mentions déshonorables. On se lance dans notre top 5 en commençant par le numéro 5, l'heure du jugement. Je n'ai qu'un seul problème avec cet épisode, c'est sa fin et tout ce qu'elle implique. Parce que j'ai adoré Monsieur Eko dans son apparition dans la saison 2 et son côté très mystique, très lié à la magie de cette île et ce besoin de la comprendre, de la rechercher. Et c'est quelque chose de très fort qui a été mis en place. Tout ce qu'on raconte, c'est pas mauvais. Il y a ce besoin de retrouver un petit peu la trace de son frère pour lui parler, hein, cette apparition qu'il pense être son frère, et ce passé où on montre que son éducation à la dure va un petit peu entacher ses relations avec les autres, même quand il essaye de faire bien. C'était très bon le flashback à cet égard-là, et j'aime beaucoup son espèce de laïus à la fin lorsqu'il dit « Je n'ai pas à m'excuser, à me faire pardonner de quoi que ce soit ». Parce que j'ai fait du mieux avec ce que la vie m'a donné. J'ai beaucoup aimé ça. Le problème, c'est qu'à la fin, il meurt. Et c'est une mort choc qui désintègre tout ce qu'il a mis en place. Il a voulu bâtir une église, il ressentait particulièrement le mysticisme de l'île, et ben ça signifie plus rien. Parce qu'on le jarte et il aura quasiment plus aucun rôle. On fera en sorte que son bateau mènera à une sorte de piste, mais en dehors de ça, on aura viré le personnage, et pour une raison toute bête, c'est que l'acteur, il a eu quelques problèmes avec la justice, on n'a pas pu le garder. Alors, je pense que c'est ça, en tout cas, ça s'est passé au même moment, donc ce serait bizarre que ce soit pas pour cette raison qu'on l'ait jarté de la série. En tout cas, voilà, à cause de ça, le personnage a été totalement passé à la trappe rapidement, et tout ce qu'on avait mis en place sur lui, tout ce qu'on avait développé, ça a perdu énormément de son poids, puisque ça ne sera pas repris.
et au bout du compte, Locke n'aura plus son espèce de pseudo-contrepartie plus excessif que lui. Et c'est une grosse perte, une que je comprends par les besoins d'obligation. On ne pouvait plus avoir l'acteur, donc il faut bien qu'on trouve une excuse, qu'on justifie qu'il soit plus là, mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je trouve qu'on aurait pu largement aller plus loin que ça autour de Monsieur Echo, et c'est tué dans l'œuf comme ça, c'est vraiment frustrant. Numéro 4, le mal aimé. Je trouve que certains ont tendance à chier de façon un peu excessive sur la saison 2. Je trouvais que c'était très intéressant cette configuration où il y avait donc toute cette trappe qui était mise en avant, donc tout ce bunker où on pouvait se retrouver, qui changeait totalement la dynamique. C'était très intéressant sur beaucoup de points et ça apportait beaucoup. En revanche, il y a eu une petite phase sur cette découverte que j'ai trouvé totalement superflue et qui forçait un drame pas très intéressant, je trouve pour moi, autour de Hugo ou Hurley, à qui on a confié la tâche de distribuer tout ce qui était bien à manger, tout ce qui était comestible. Et il y a cette espèce de dilemme, de gros problèmes qu'il a, parce qu'il sent que ça va lui peser sur la conscience et qu'on le verra mal, parce qu'il n'aurait pas pris les bonnes décisions des yeux de certains, notamment avec Charlie. C'était pas intéressant pour moi. Cette espèce de petit conflit de personnages, cette espèce de crainte qu'il a, je ne trouvais pas ça très bon, surtout qu'au bout du compte, il distribuera tout à la fin, de façon à ce que le problème soit réglé, et ce que ça voudra dire, puisque d'ici une dizaine d'épisodes plus tard, il y aura d'autres cargaisons qui tomberont du ciel, et on fera comme si il n'y avait pas de problème pour ça, donc c'est totalement tué dans l'œuf, ça veut plus dire grand chose, et vous voyez quoi, c'était un dilemme de personnage très faible, totalement superflu, qui n'aidait pas grandement à appuyer le personnage d'Hurley. Et c'est pareil avec son flashback, où ça ne fait que dire qu'il voulait pas qu'on découvre au tout début qu'il avait gagné au loto. Genre, ah, j'ai gagné au loto, ah, je vous dis pas ça parce que on verra différemment. C'est tout le principe de son flashback, il n'était pas très intéressant. Et ça représente donc la partie principale de cet épisode, c'était vraiment pas ouf. Le reste passait bien, parce qu'il y avait quand même quelque chose qui se suivait, qui se filait bien en termes d'intrigue principale autour de tous les autres personnages, mais ce qu'on a fait autour d'Hugo et ses problèmes avec la distribution de la nourriture, c'était sans intérêt pour moi. Vraiment. Numéro 3, de nouvelles règles. Je fais partie de la majorité, ce me semble, qui pense que les 3 premières saisons sont les meilleures et les saisons 4 à 6 sont moins bonnes. Après, je les apprécie, vraiment, sincèrement. Hein. Il y a des choses qui me plaisent énormément dans les saisons 4 et 6, et même un peu dans la saison 5. Mais, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un sale ressentiment envers les saisons 4 et 5 pour la façon dont elles ont traité tout le dilemme de base. C'est-à-dire, on n'est pas juste quelques personnes comme ça, on est vraiment tout un groupe dont on doit s'occuper et qu'il faut gérer. C'est pas seulement nos personnages bien connus qui ont une tête et leur nom crédité dans le générique. Non, 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 c'est vraiment tout un groupe à gérer, tout un groupe qu'il faut amener quelque part. Et à partir de la saison 4, dès lors qu'on a mis en place une scission, on s'est dit que c'était plus important. Il fallait se centrer sur les mystères de l'île et tonnes de conflits à part. Et la survie du grand nombre de tous les survivants, c'était vraiment un à côté. Et c'était en 2 étapes. La première, c'était donc avec cet épisode où on va amener à ce que cette espèce de groupe dirigé de loin par Charles Whitmore s'attaque au village où sont un petit peu cachés une partie des naufragés. Et une bonne partie d'entre eux crèvent, hein, sauf les têtes qu'on connaît, mais sinon tous crèvent. Ce qui veut dire qu'on bute quoi, un tiers, une moitié des naufragés moins connus comme ça, comme si de rien n'était. Alors qu'avant on en faisait des caisses. Dans la saison 1, lorsque Scott, un personnage qu'on voyait à peine, mourait, on avait fait toute une cérémonie pour dire, mon Dieu, ce gars est mort, c'est grave. Là, tu en as
quoi, une dizaine, une douzaine de personnes minimum qui meurent. C'est balancé comme ça. Et en plus de ça, ce que je trouve insultant au-delà, c'est que, ok, limite, on peut considérer que, étant donné qu'ils font partie du camp qui a fait un peu le mauvais choix, ils le payent. Je peux le comprendre. Mais la cerise sur le gâteau par rapport à ça, c'est lorsque vous expédiez d'autres personnages importants. Et vraiment trop de personnages importants. Il y avait Carole Rousseau, que j'ai adoré dans les saisons 1 à 3, en tant que personnage fou allié qui restait là trop longtemps, et on voyait comment ça a déteint sur elle. Et vous l'expédiez rapidement. C'est une perte en plus. Il y a le petit ami d'Alex, donc la fille adoptive de Ben, qui meurt comme une merde lui aussi. Et après coup, lorsque Alex essaye de s'en sortir, de s'en tirer, et ben on montre que non, elle va pas s'en tirer, elle se fera buter à la fin aussi. Et oui, vous expédiez tous ces personnages comme s'ils représentaient rien. Et avec tout ce qu'on a mis en place, avec tout ce qu'on a développé, empilé sur Carole Rousseau, le fait de la virer comme ça, je trouvais ça un peu énervant. Voilà, c'est ces trucs qui se cumulent. Alors qu'à côté, le jeu de pouvoir entre Ben et... j'ai oublié le nom du gars, le chef militaire, c'était pas mal, il y avait quelque chose de très sympathique, de très prenant là-dedans. Mais cette façon presque nonchalante de se débarrasser d'autant de personnages comme s'ils signifiaient pas grand-chose, ça m'a pas mal irrité. Et c'était encore pire dans numéro 2, ne jamais mentir. Bon, on va parler de l'intrigue centrale qui cassait pas des briques. Il y avait quelques trucs un peu grossiers dans l'intrigue centrale qui m'ont vraiment pas grandement marqué. Ça passait sans plus, c'est centré sur Hugo. Encore lui, la patte vanne, il fait pas partie des meilleurs épisodes pour moi, sur ce qui se passait pour eux après être revenus. Et après avoir décidé de ne pas dire la vérité aux gens, de mentir aux gens pour protéger ceux sur l'île parce qu'ils sont un peu sous le collimateur de Charles Whitmore, lui il dit non, on devrait dire la vérité, tout le monde nous croira et tout le monde et personne n'est derrière lui. Et il le vit mal et on verra un petit peu sa réaction face à ça. Et surtout comment cette espèce de dogme, cette espèce de moralité qui se forge va l'amener à prendre sa décision à la fin dans le petit arc qu'on essaye de le recruter, ce qui n'amènera pas à grand chose. Sincèrement, puisque au bout du compte il finira par rejoindre tout le monde. C'est juste pour mettre un peu plus de clous sur la route du déroulé scénaristique, hein. En gros, c'était pas le plus folichon. Mais l'insulte particulière de cet épisode pour moi, c'était la façon totalement nonchalante et presque gaguesque qu'on a eu de buter quasiment tous les naufragés restants en dehors de nos têtes connues. Un des rares naufragés, un micro-chouïa récurrent qui se plaint rapidement. Ah, c'est pas comme si on allait avoir du feu qui tombait du ciel ou un truc comme ça, et tout d'un coup, paf, il y a une flèche enflammée qui lui tombe dans la tête et il crève. Et tout le monde se disperse, tout le monde va à différents endroits et on les revoit plus. À part Rose et Bernard, et sinon bah, c'est nos têtes connues et les autres, bah, ils sont morts, on les emmerde. C'est plus ou moins ça. J'ai du mal. Hein. Cette façon de balancer tout ce qui représentait l'ambition première, la première motivation de nos personnages, c'est-à-dire s'en sortir tous ensemble en tant que groupe, là non. En tant que groupe très restreint d'acteurs récurrents, des acteurs connus, oui, mais plus en tant que groupe complet. Voilà, on a fini de buter tous les naufragés restants qui n'avaient pas de visage bien connu, et j'ai trouvé ça irritant, comme si... et je pense que c'est le problème principal que j'ai avec, sincèrement, toute la première partie de la saison 5, comme s'il fallait faire table rase de toutes les motivations, toutes les ambitions au premier plan qu'on avait mis en place dans les premières saisons. Genre sauver tout le monde, essayer de s'en sortir en tant que groupe, essayer de survivre dans la nature, tout ça, et d'avoir vraiment un système où chacun
interagi ensemble, vraiment social presque avec ça, tout ça passé aux oubliettes totalement. Il n'y a plus. Et on ne fait plus ça, et donc on se débarrasse rapidement de ça. Et c'est particulièrement prononcé dans cet épisode 2 où on finit de buter tout le monde en fait. Et à partir de là, c'était on fonce d'une période temporelle à une autre, et... Après, je vous cache pas que après m'être revu cette saison 5 pour la donc 4e, 5e fois, j'ai fini par plus voir des détails qu'on mettait en place de signification, d'éléments qui étaient repris plus tard, donc j'ai plus davantage apprécié ça, mais n'empêche que oui, j'ai toujours un petit peu de mal avec ces premiers épisodes, surtout concernant ce qui se passe sur l'île. Cette façon d'amener ça m'a toujours un petit peu ennuyé. Néanmoins, je vais vous dire un truc. Les 15 épisodes que je vous ai cités, j'ai pris le temps évidemment de mentionner ce qui me déplaisait, mais je trouve tout de même que le positif parvient suffisamment à rattraper le coup pour que j'apprécie au moins un petit peu. Voilà, aucun des épisodes que j'ai cités n'est déplaisant pour moi, ils sont tout juste corrects maximum pour certains, mais ils sont pas déplaisants. Par contre, il y en a un qui m'irrite particulièrement, et celui-là, c'est pas le plus évident, je suis sûr que ça surprendra certains d'entre vous, mais numéro 1, la vie et la mort de Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, alias John Locke, son alias, c'est un gros morceau. Quelque chose qui a été instigé dès la fin de la saison 3. Et on a tellement voulu tenir le spectateur sur son siège là-dessus, quant à l'identité de ce mec dans le cercueil à la fin de la saison 3, qu'on a gardé le mystère jusqu'à la fin de la saison 4. Jeremy Bentham, c'était John Locke, et ce gars qui n'est pas revenu sur l'île normalement avec les autres, il apparaît là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a fallu attendre beaucoup de temps pour en arriver là et avoir cette révélation, ce qui veut dire que c'était un gros morceau de revenir sur ce qu'il a pu apporter, ce qu'il a pu essayer de faire, de dire comment son intervention a pu à ce point traumatiser Jack, qui avant qu'il le rencontre était totalement partant pour oublier l'île et ne plus y revenir. Mais après ce qui lui est arrivé, après son entretien avec lui, il était prêt à y retourner. Il était vraiment traumatisé, ça l'a vraiment chamboulé au point de vouloir retourner sur l'île, quitte à sacrifier des vies pour ça. C'était vraiment fort à ce point, cette rencontre-là. Et donc, j'attendais tellement de choses de cet épisode, et ça m'a déçu. Ça m'a vraiment déçu. La façon très téléphoné qu'on avait d'amener John Locke à assumer ce rôle de confident de quelqu'un qui doit convaincre nos héros de revenir sur l'île, c'était déjà un peu forcé sur les bords, et surtout, chaque entretien, c'était pas grand chose. C'était des petits moments, 3 fois rien, qui signifiaient pas grand chose, et à chaque fois il se faisait rembarrer comme si il n'avait absolument pas le moindre contrôle. Et c'est même pas comme s'il y avait beaucoup de signification non plus dans ces dialogues. C'était juste on vous emmerde, on veut pas. C'est à peu de choses près, c'est ça. Et lors de sa rencontre enfin avec Jack à la fin, je m'attendais tellement à quelque chose de fort, de vraiment puissant, de significatif pour en arriver là, mais c'est juste Jack qui le reniait, qui disait non, il essaye 2-3 trucs et Jack lui dit non. Et je suis censé vraiment croire que après ça, la mort de John Locke l'a chamboulé au point de vouloir revenir sur l'île. Non, c'est vraiment pas satisfaisant, c'était beaucoup trop peu pour ça. C'était, pour ma part, beaucoup trop rapide la façon dont on emmenait certaines choses, et très frustrant parce que John meurt comme une merde sans rien comprendre, et le pseudo-drame qu'on essaie de faire autour de lui ne fait que le rendre pathétique.
Et c'est pas du pathétisme très recherché, très développé. Il est juste pathétique et il subit tout en fait. Et je m'attendais à tellement plus pour une mort qui est censée signifier tellement, au bout du compte, une mort qui a su instiguer beaucoup de trucs, et que ce soit aussi pathétique, aussi vulgaire que ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment insultant pour moi. Très frustrant. Et c'est l'épisode qui me laisse un sale goût dans la bouche. Les autres, vraiment, tous ceux que j'ai cités avant, je peux les apprécier encore, en dépit des défauts que j'y vois. Celui-là, c'est juste un gros pétard mouillé qui me laisse un sale goût. En tous les cas, voilà qui conclut ce top 5 des pires épisodes. Et dans ces pires épisodes, il n'y en a qu'un seul que je n'aime foncièrement pas. Je tiens à le repréciser rapidement. Et on va parler un petit peu de mes préférés. Alors là, ça a été encore plus difficile de citer ceux que j'adorais. Je me suis fait une liste de quasiment 20 épisodes. Ça a été galère de faire le tri. Hein. Et donc avant de commencer ce top 10, je vous fais rapidement en petit montage la liste des mentions honorables qui ont failli entrer là-dedans. Voilà, en avant pour le top 10. Numéro 10, impression de déjà vu. Desmond sera pas mal à l'honneur dans cette liste, il apparaîtra dans 3 épisodes, hein, je vous préviens tout de suite, hein, donc j'aime bien, hein, j'aime beaucoup Desmond, hein, c'est mon deuxième perso préféré de la série. Desmond a, dans la saison 3, cette espèce d'événement qui lui arrive après l'effondrement du bunker de la saison 2, qui lui fait revenir en arrière et avoir des visions du futur après coup. Ce qui est plutôt intéressant dans le sens où on essaye de rendre ça cohérent. J'avoue qu'il y a quelques petits détails à redire, mais il y a ce besoin, on sent vraiment, de la part de l'univers de se réajuster. Contrairement à d'autres situations où ça ne suit aucune règle et où on est censé se dire hey, vous inventez ça n'importe comment, là ça essaye de se donner des règles qui sont intéressantes mais qui ne sont pas parfaites. Hein. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ce n'est que numéro 10, parce que j'avoue que c'est une façon très bonne de revenir sur son histoire avec Penny. La relation de couple entre Desmond et Penny, c'est la meilleure relation amoureuse de la série, facilement pour moi. Et comment on essaye de jongler avec un flashback qui n'en est pas tellement un. Enfin, techniquement, c'est un long flashback. Ça sort un petit peu du cadre des épisodes habituels, ça, puisque c'est vraiment un début où on suit Charlie qui essaye de faire un peu parler Desmond. La fin, on revient un peu là-dessus, et sinon, globalement, 95% de l'épisode, c'est juste un gros flashback de Desmond qui a fait un retour en arrière. Et c'est très intéressant la façon dont il a du mal à y croire, à rentrer dedans. À se dire, ouais, j'ai dû rêver tous ces flashs qui me viennent en tête, toute cette vie très dure, très rude que j'ai dû me faire. Au bout du compte, ça signifie rien, je suis juste normalement là où je devrais être. Mais ces flashs, ça commence à lui revenir, et la mise en scène, la façon dont il le perçoit et dont il essaye de faire avec, c'est très intéressant, très bon. Très bon. Et oui, sa considération par rapport à son couple, le drame qui s'ensuit, par rapport à ce sentiment d'inéluctabilité qu'on essaye de lui faire avaler, c'est très fort pour moi. C'est très bien rendu. Après, oui, il y a une certaine logique temporelle, qui a quelques petits hicks. Je vais pas m'y pencher des lustres, sinon ça va durer trop longtemps cette vidéo. Ces petits détails-là m'empêchent d'adorer autant cet épisode, parce que je sais que c'est un épisode vraiment préféré des fans. Il fait partie de mes préférés, pas dans le haut du classement, mais il mérite vraiment d'être reconnu. Numéro 9, on efface tout et on recommence, ex aequo avec fin. Voilà, ils se sont pas grandement foulés pour le titre. On dit bien c'est la fin, voilà, c'est l'épisode final. Alors je parle de ces deux doubles épisodes de la saison 6 parce que pour moi c'est... ce qui est fort par rapport à ça, c'est surtout
la façon dont on a su instaurer presque cette nouvelle intrigue centrale et comment la conclure en fait. Parce que le début de la saison 6 montre qu'on est dans une espèce d'univers alternatif où nos personnages n'ont jamais été naufragés, tandis qu'il y a quand même ce qui se passe dans le présent précis où oui, nos personnages ont été naufragés et ce qu'ils ont essayé de faire dans la saison précédente n'a rien arrangé, ça a juste remis les pendules à l'heure. Et voilà, cette espèce d'approche était très intéressante à découvrir et c'était parfaitement illustré lorsqu'on voyait en flashback, enfin pas en flashback, on appelle ça un flash maybe. Après, techniquement, hein, quand on connaît la fin, ce sont des flash forwards. C'est plus un flash forwards, mais flash forwards de l'outre-tombe, de l'au-delà. En tout cas, la façon dont on met en scène cette espèce de nouvelle situation, comment nos personnages se trouvent dans cet avion-là, était très intéressante, très prenante. Il y avait cette nouvelle façon de voir les choses et certains mystères autour de ça qui laissaient un petit peu dubitatif, pensif. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait que Desmond soit là, etc. Tout en mettant en place une nouvelle configuration qui était vraiment pas mal. C'est déjà super bon avec John Locke, fumée noire, qui vraiment appuyait sa nouvelle position. Maintenant, Jacob n'est plus là. C'est moi qui reste et son discours sur John Locke était excellent, vraiment. La façon dont il a mis en place le discours sur John Locke était excellente. Ça a presque rattrapé la façon insultante dont il est mort. Et la fin, c'était pareil, c'était vraiment la conclusion. On finissait vraiment par savoir ce qui se passait. Tout le monde qui finissait par prendre conscience de son passé. Et Jack qui avait plus de mal, mais qui finissait par s'en rendre compte. Et où c'était un grand câlin où tout le monde se réunissait à la fin. C'est facile, mais ça fait parfaitement effet chez moi parce que j'adore ces personnages. Quand tu fais quelque chose d'aussi simple, mais que tu as su mettre en place des personnages aussi bons, ça te laisse un impact, sincèrement. Et la conclusion, dans la confrontation avec l'homme en noir, même si c'est clairement pas les moments les plus forts, les plus extraordinaires de la série, c'était quand même bien fichu. On sentait qu'on mettait les moyens et qu'il y avait le drame sur le choix de qui devrait succéder à Jacob, comment... le sacrifice qu'il y a à faire et les dangers qui sont mis en place. On mettait bien le suspense, le rebondissement sur le vrai successeur à la fin de Jacob était assez prévisible dans un sens, mais quand même très fort à voir. Et j'aime beaucoup ce qu'on insinue tout simplement sur cette nouvelle situation, cette nouvelle mise en place, et comment ça a su affecter aussi le personnage de Ben, et ce qui aura su vraiment faire quelque chose de touchant et me faire me dire en tout cas qu'il n'y a plus rien de spécial à dire. Les choses se sont arrangées et on nous laisse suffisamment d'ouverture pour que ce ne soit pas insultant de facilité. J'ai bien aimé ça, j'ai beaucoup aimé ça. Donc voilà, c'est une très bonne introduction d'arc final et conclusion d'arc final. Tout simplement. Numéro 8, vivre ensemble et mourir seul. Le final de la saison 2, centré sur Desmond, son passé. Il y avait un mystère qui se mettait en place lorsqu'on le découvrait au début de la saison et lorsqu'il disparaissait assez vite. Et lorsqu'il réapparaît à la fin et qu'on voit plus en détail son passé, tout ce que signifiait sa vie et comment vraiment ça l'a pesé, c'était très fort. Déjà, rien qu'avec ce double épisode flashback sur lui, c'est devenu un de mes persos préférés. Et la façon dont il s'immisçait dans ce conflit entre Locke et Co était très intéressante. On voyait qu'il y en avait un qui était plus dubitatif que l'autre, l'autre plus pieux dans sa croyance envers l'île, et comment l'un comme l'autre était prêt à aller jusqu'au bout pour ça. Et Desmond pris là-dedans, c'était très fort. Voilà, c'était un petit peu l'une des parties du conflit principal, parce que voilà, c'est un final de saison, et donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Tout ce qui se passe avec Michael, qui essaye de manipuler notre groupe pour amener quelques gens en particulier à
à Ben, c'était bon ça. J'avoue que j'ai jamais compris pourquoi il tenait à ce que Hugo participe. Si je devais dire un truc, pourquoi tu tenais à ce que Hugo soit amené en plus des autres? Hurley, le mec qui est clairement pas fait pour se battre, tu demandes à Michael de l'amener avec tout le monde, alors qu'il te sert à rien, tu t'en fiches de Michael, d'Hurley. Pourquoi? J'ai pas compris pourquoi vous avez demandé ça. C'est super bizarre. Je n'ai pas saisi. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre, mais il fallait que ce soit Hurley pour compliquer la vie de Michael et faire en sorte qu'il ne se fasse pas repérer. C'était ridicule pour moi. Enfin bon, ce détail-là, mis à part, c'était quand même très très bon et assez intense, la façon dont ça se terminait, j'ai bien aimé. Et ouais, c'est surtout ce qui était central autour de Desmond qui m'a vraiment pris au trip dans ce final de saison 2 qui était vraiment prenant. Numéro 7, mon père, cet escroc. Le final, dira-t-on, de tout l'arc entre John Locke et son père. Et je dois avouer que autant les flashbacks étaient un peu acceptables sans plus, puisque c'était des flashbacks sur l'île, on sentait que il fallait un peu remplir, il n'y avait plus rien à raconter sur John Locke. Hein. Ils ont bien étiré le truc, mais il n'y avait plus rien à raconter sur John Locke. Et j'avoue que ce qu'ils ont mis en place sur son problème à se défaire de son père, en dépit de toutes les sales crasses qu'il lui a faites, et comment Ben essaye de le manipuler, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé cette espèce de jeu d'esprit, et surtout, comment on relie Sawyer à ça. D'une façon vraiment intense. Je vous cache pas que la première fois, ça m'a vraiment pris par surprise, étant donné que beaucoup de choses sont liées de façon un peu magique, mais justifiées au sein de la série. J'ai trouvé ça très fort lorsque, à la fin de cette espèce de dynamique entre John et Sawyer, qui n'était pas forcément logique, pourquoi Sawyer serait là, lorsqu'on en vient à donner la réponse sur le lien en question, j'étais vraiment pris aux tripes. Et comment Josh Holloway réagit à ça et le fait passer lorsqu'il finit par s'occuper du père de Locke, c'est peut-être le moment le plus fort, le plus prise de trip que j'ai vu dans cette série. Tellement il a bien fait passer ça et tellement c'était froid et violent ça. C'est sans doute mon moment préféré de la série ça. Donc ça compense beaucoup la chose. Et ça fait de cet épisode un très bon épisode de finish de personnage, si je veux dire. C'est vraiment une conclusion d'arc de passé de personnage de la part de John comme de Sawyer. Et vraiment une façon assez bien faite de les amener à avoir une considération qui sortira de leur passé après coup. C'est un épisode vraiment pivot pour les deux personnages et ils l'ont très bien rendu. Numéro 6, l'homme de l'ombre, l'épisode qui suit. Ça fait plaisir de voir deux superbes épisodes à la suite. Alors, c'est énormément apprécié qu'on se centre enfin en flashback sur Ben et son passé, comment il est arrivé sur l'île et comment il a perçu cette île, comment elle l'a accueilli et comment il a rejeté ça. Parce que il n'a pas eu une enfance géniale avec son père. Ah oui, vraiment, hein, son rapport avec son père a jamais été très génial. Et comment il s'est hissé un petit peu au rang de chef des autres via sa façon de traiter les choses. Sa façon très fourbe d'y arriver. C'est très bon ça. Son flashback est parmi les meilleurs flashbacks qu'on ait eu, hein, vraiment. Ça revenait sur tout le passé, toute l'origine de Dharma, comment il y est arrivé, de son point de vue, les gens qu'il a côtoyés et la décision assez grave qu'il a prise d'être pour les autres, du côté des autres, en se débarrassant de tous les siens, hein, toute cette coopérative qu'il a accueillie. Et oui, c'était assez fort. Et ça faisait un lien assez bon, notamment avec un épisode précédent au début de cette saison, où on découvrait un camion abandonné avec un cadavre dedans. Et ben, on fait le lien. J'aime beaucoup hein, ce genre de détails, c'est très souvent fait dans Lost, ce qui fait que c'est un vrai plaisir à découvrir en faisant gaffe aux détails, ça. Un vrai plaisir à découvrir. Et c'était juste très bon, ça, le flashback, et sur aussi la façon dont il essaye de manipuler John.
en lui faisant croire qu'il y a un grand Manitou. Il y a un grand Manitou qu'on connaît, mais il n'est pas sûr qu'il existe, et donc il essaye de jouer sur, sur sa perception, et en ne voulant pas qu'il prenne sa place. Parce qu'il a ce statut presque de messie qui pourrait diriger les autres à sa place. Il ne veut pas ça, il veut garder le pouvoir. Donc il essaye vraiment de jouer avec lui. Et ce jeu est assez fort entre les deux. Et le moment de la rencontre avec Jacob, qui n'est pas Jacob, c'est l'homme en noir, la première fois, est assez fort parce que on est... Sur le coup, on se dit qu'il parle peut-être à quelqu'un, mais il se fout de sa gueule en fait. Hein. On verra après qu'il s'est foutu de sa gueule, mais il y a une mise en scène très forte dans le dialogue de l'homme en noir par rapport à ça. C'est très bon ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de mise en scène très bonne, et ce jeu de pouvoir entre Ben et John était très palpitant à suivre. Et la fin est vraiment glaçante à cet égard-là aussi. Numéro 5, Conflit. Un épisode qui met vraiment le plus en exergue la mentalité de Sawyer dans les premières saisons. C'est-à-dire le gars qui essaye un petit peu d'aider, mais qui veut garder son image de « vous occupez pas de mes affaires et je prends le pouvoir où je peux en prendre ». Et il essaye vraiment de jouer sur ce petit statut, cette petite guerre de pouvoir entre Jack et John pour tirer son épingle du jeu et dire « Hé les mecs, il y a un shérif en ville et c'est moi !» Et il vous emmerde, vous John comme vous Jack, comme toi Jack. Ce moment-là était assez jouissif de sa part, quoi, quand on voyait que le mec essayait vraiment le plus possible de se détacher du lot et de se montrer vraiment à part. Il a clairement un de ses meilleurs flashbacks avec Cassidy. Son histoire avec Cassidy était très bonne à suivre. Même si c'est pas son meilleur flashback, hein, son meilleur flashback il est dans la saison 1, mais il a quand même un très bon flashback. Et oui, j'ai beaucoup aimé cette façon aussi de rebondir sur ce qui s'était passé juste avant avec Charlie. Charlie qui a fait quelque chose d'assez grave, hein, parce qu'il n'était pas dans son meilleur état. Et donc, il a cette espèce de rancune assez forte envers John. Et le fait qu'on revienne là-dessus en le montrant oser faire quelque chose de ce niveau-là, pour essayer de lui faire perdre pied, de lui faire perdre son sang-froid à John et voir qu'il ne domine pas tout, c'était très bon aussi. On sentait vraiment ce besoin de vengeance très froid de sa part, de quelqu'un qui est tombé aussi bas. J'ai beaucoup aimé beaucoup de choses là-dedans, et j'ai vraiment énormément apprécié ce moment assez clé pour appuyer la mentalité de Sawyer et mêler ça vraiment à cette guerre entre John et Jack. C'est, je pense, ce qui cimente le plus la force de cette saison 2, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un jeu de pouvoir qui se met en place dans cette société un peu sur place qu'on commence à créer. Et c'était très bon, c'était le moment pivot le plus fort, je trouve. Numéro 4, les démons intérieurs. On passe enfin à la saison 1 qui est ma saison préférée, on va enfin en parler un petit peu. Et ouais, il y a pas mal d'épisodes qui se démarquent beaucoup parce que c'est vraiment ce moment où on commence à découvrir le personnage et on fait un job excellent pour ça. Hein, c'était à une époque où c'était clairement pas décrié par une partie des gens, parce que c'est décrié par une partie des gens, et je comprends pourquoi une fois de plus, mais vraiment, lors de la sortie de la saison 1, vous croisiez pas beaucoup de monde pour dire que la série Lost était pas géniale. Hein. La plupart des gens qui la suivaient trouvaient que c'était extraordinaire cette saison 1. Et je suis assez d'accord pour dire que cette saison 1 tape à fond dans le mille et atteint vraiment des sommets par moment. Et c'est super fort, surtout pour montrer le passé de nos personnages, dont John, dont Sawyer et aussi Jack. Jack et son problème avec son père, sur lequel on va revenir ici de façon assez puissante, puisque on revient en flashback sur ce qui a amené Jack à trahir son père, qui a fait une opération en étant un petit peu éméché. Et il n'ose pas aller jusqu'au bout du code déontologique parce que c'est son père, mais lorsqu'il apprend quelque chose de grave, il ne peut pas couvrir son père pour ça. Dans le drame, dans le jeu d'acteur, de la part du fils comme du père, c'est vraiment excellent pour moi, et ça,
ça donne quelque chose de vraiment prenant. Mais en plus de ça, ce qui vient vraiment compléter la chose, et je pense que c'est une des forces particulières de cette saison 1, c'est que la quasi-totalité des épisodes savent parfaitement mélanger ce qui se passe sur l'île, l'histoire sur l'île et l'histoire en flashback, de façon à ce qu'on ressente presque à chaque fois un parallèle très bien ficelé. Et c'est particulièrement le cas avec cet épisode où on voit qu'il est prêt à pas lâcher l'affaire pour son code, à aller assez loin, parce qu'il s'en veut de ne pas avoir pris la bonne décision concernant Claire. Lorsqu'elle et Charlie se font kidnapper par Ethan, dans un moment vraiment prenant et intense. Et oui, ce besoin à fond de les retrouver, de faire tout ce qui est possible pour arriver à rattraper ses erreurs, parce que il a un peu le complexe du Messie, dira-t-on. Il veut vraiment essayer de sauver tout le monde. C'est particulièrement exacerbé là-dedans. Je trouve que d'un point de vue technique, c'est lui le héros central. C'est lui davantage le héros central comparé à d'autres. Et je trouve qu'on a su parfaitement bien illustrer ce petit complexe du Messie, ce besoin de sauver les autres et de faire... d'avoir une vraie déontologie là-dedans, d'avoir un certain code, et les épreuves qu'il va suivre par rapport à ça, avec sa vision et surtout son conflit avec Locke sont très bons à ce niveau-là. Et oui, c'est cet épisode-là où il brille le plus, et il y a aussi une des scènes qui m'a particulièrement pris au trip là-dedans, lorsqu'on croit que Charlie est mort et qu'il passe quelque chose comme 1 minute 15. Il me semble que j'ai chronométré, ça durait plus d'1 minute, hein. Mais vraiment, hein, j'ai fait gaffe, ça dure plus d'1 minute. Il essaye de le ranimer pendant plus d'1 minute, et tout le monde dit c'est impossible, c'est bon, il est mort, mais à la fin, alors qu'il fait tous ses efforts, oui, il parvient à le ranimer. Alors, ce qui est super fort, hein, vraiment, le moment où il finit par revenir à la vie, là, ça me prend par surprise. Hein. La première fois, tu te dis, putain, wow. Tu te dis, non, c'est bon, il est mort, là. C'est affreux, mais non. Je vous jure que ça fait un coup. Par contre, ça me lance sur une petite question. S'il y a possibilité de ranimer quelqu'un en faisant ça pendant plus d'1 minute, comment ça se fait que toutes les fois où on le fait pendant moins d'1 minute, et que quelqu'un dit c'est bon, c'est pas la peine, il est mort, on l'abandonne? On est censé considérer que on a tout fait, parce que techniquement, non, on n'a pas tout fait. Si on peut faire durer ça pendant 1 minute et que ça marche au bout d'1 minute 15, on n'a pas tout fait. Ça, c'est le truc qui m'a toujours fait réfléchir après coup. Parce qu'il y a des cas comme ça, hein, dans la série même, hein, qui donnent cette impression qu'on a tout essayé pour ranimer quelqu'un, alors que non, justement, hein, quand on voit ce qui a été fait avec Charlie, pas trop, quoi. C'est le petit détail. N'empêche que c'est un épisode excellent qui fait partie de mes préférés facilement. Numéro 3, Perdu dans le temps, mon épisode centré sur Desmond préféré, qui joue parfaitement sur le côté très perdu du personnage qui perd totalement la mémoire. On passe d'un extrême à l'autre, parce que dans la saison précédente, il y avait un épisode centré sur lui, qui avait sa mémoire de tout ce qu'il a vécu alors qu'il revient dans le passé. Là, on a affaire à quelqu'un qui a perdu sa mémoire après une certaine période. C'est-à-dire qu'il est au camp militaire, là, il a oublié tout ce qui s'est passé après, parce qu'il y a des interférences quand on doit essayer de sortir de l'île suivant un certain angle. Il y a certaines propriétés physiques qui ont été étudiées, c'est très intéressant de voir ça. En tout cas, voilà, il perd un petit peu la boule avec ça, et il a des problèmes de mémoire. Et on joue très bien là-dessus, sur son espèce de passage du passé au présent, et qui l'affecte totalement. Il croit que c'est un soldat de son époque, mais il vit cette époque que nous on connaît bien comme si c'était nouveau, comme s'il était totalement perdu, et on doit un petit peu revenir à quelque chose qui pourrait le stabiliser, une certaine constante, et cette constante, une fois de plus, c'est Penny, avec le moment qui m'a le plus fait chialer presque de cette série, presque, parce qu'il y en a un qui m'aura davantage fait chialer, mais c'est pas loin quoi, lorsqu'il finit enfin par lui reparler, après toutes ces années où il a essayé de la joindre, où il a essayé de faire son mieux pour pouvoir la rejoindre à sa façon, et où il a été perdu. Ce moment où il finit enfin par pouvoir l'appeler, c'est juste...
Ils sont trop mignons ensemble, sérieusement, ceux-là, je les adore. Il y a vraiment de la mise en scène très bonne lorsqu'on découvre vraiment ce bateau, parce que là, on découvre enfin ce bateau, et c'est très intéressant de faire ça du point de vue du mec qui n'y connaît rien, qui est complètement paumé là-dedans. Avec Desmond qui a perdu la mémoire. C'est très intéressant, j'ai beaucoup aimé cette approche-là, et le fait qu'on fasse aussi un parallèle avec sa situation et la situation d'un membre de l'équipage qui perd un petit peu la boule lui aussi et qui finit par en crever, qui nous fait donc nous dire que si ça dure trop longtemps il peut crever, ça rajoute une tension très forte, et ça montre que c'est pas juste un cas comme ça, que ça lui est arrivé pour une raison et qu'il y a une certaine règle qui se suit. C'était très très bien ficelé, et c'est facilement le point d'orgue de la saison 4 pour moi, de loin. Et je trouve sincèrement qu'avec tout ce qui s'est tapé, toutes les crasses qu'il a vécues, on aurait dû arrêter les frais avec le personnage après la fin de la saison 4. Arrêter les frais de façon de parler, quoi. Je veux dire, à la fin de la saison 4, il retrouve enfin sa Penny. Enfin, ils peuvent être ensemble. Et je trouve que ça aurait été une conclusion parfaite. Il n'y avait pas besoin de le faire revenir dans la saison 6 et forcer un petit peu sa participation à la saison 5 pour qu'il ait un rôle. Je pense qu'on aurait pu arranger les choses et réécrire ça sans qu'il participe. Et malheureusement, on a fait en sorte qu'il participe, et c'est pas affreux, mais je pense que ça aurait été plus fort si on avait terminé sur cette note-là pour ces deux-là. Mais bon, hein, le fait d'apprendre qu'il a appelé son fils Charlie, c'était quelque chose quand même. En parlant de ça, numéro 2, là où tout commence et tout finit. Le final de cette saison 3, c'est juste magistral dans la mise en scène, dans les implications et surtout dans la résolution qu'on semble avoir. Depuis le début, nos personnages cherchent à avoir un moyen de rentrer chez eux. Et il y a cette lutte pour y arriver, c'est ce besoin d'en faire de plus en plus, de lutter contre ces autres qui nous en empêchent, et de dire, vous savez quoi, on vous emmerde, on va aller jusqu'au bout pour arriver à joindre les autres et arriver à prendre cette porte de sortie qu'on nous tend. Même si c'est pas forcément sur cette porte de sortie, on appuie ça, mais ils s'en fichent parce que pour eux il y a quelque chose de plus important à voir, et on préfère être optimiste là-dessus. Cette espèce de conflit qu'on met en avant entre Jack et Ben, et puis entre Jack et Locke à la toute fin, c'est assez fort. Cette façon de mettre un petit peu en pique leur conflit d'intérêts, où John est prêt à aller loin pour faire en sorte que cette île ne soit pas découverte, et Jack qui se dit « Merde, je veux qu'on parte, je veux sauver ces gens, bordel !» Cette façon de mettre ça en exergue, c'est super bon, surtout que c'est fait en parallèle avec ces flashbacks qui n'en sont pas. Au début, on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on se centre sur Jack, il est déprimé comme pas possible, c'est quoi cette barbe, il n'a jamais eu une barbe aussi longue avant. Et quand à la fin, on finit par avoir la révélation comme quoi ce n'est pas un flashback, mais un flash forward, ça, une vision du futur, où une partie de nos personnages sont revenus de l'île. Ça, waouh, ça vous prend aux tripes, ça vous prend aux tripes, c'est tellement bon dans la tension, dans la mise en place, la façon de tomber ça en scène de façon à nous laisser douter, et pour finir par nous donner la réponse à la toute fin, c'est vraiment excellent, c'est vraiment excellent ça. Et ça a amené à un concept qui était très très sympathique à suivre dans la saison 4. Et c'est pas tout, parce qu'évidemment, j'ai pas parlé de l'intrigue en parallèle autour de Charlie et Desmond, qui doivent arrêter le signal d'une station sous-marine, et c'est très prenant, parce qu'il y a vraiment cet esprit de sacrifice de la part de Charlie qui a du mal à l'accepter, qui a un peu peur de ça, mais qui est prêt à aller loin parce qu'il sait que son sacrifice pourra aider les autres. Mais ça, c'est quelque chose qui est mis en place dans l'épisode 21, l'épisode juste avant. Mais on exacerbe ça et on met en place un conflit entre lui, Desmond, et donc les gens qui sont dans cette station, en plus de Miguel, qui est un petit peu le boss secondaire de cette saison 3. J'avoue qu'il déchire pas mal Miguel en tant que méchant, hein. Il est persistant, le gars, il est vraiment persistant. Et ouais, il y a ce moment où on finit par avoir enfin quelque chose. On défait le signal après un combat assez fort, et on met en avant le fait que c'est pas pour rien que Charlie devait être là.
On met en place ses connaissances, on joue sur ses connaissances, sur le fait que c'est quelqu'un qui est doué en musique, et donc lorsqu'on lui dit quelque chose qui est en lien avec la musique, il sait vraiment faire instinctivement la chose, ce qui lui permet de défaire le signal et de recevoir un appel de Penny, mais malheureusement, simultanément, il y a ce fameux moment où Miguel se fait sauter et où il se sacrifie pour empêcher que ça tourne mal. Ça aurait pu être un tout petit peu mieux mis en scène dans la façon dont il fait ça, parce que je me pose toujours la question, et si il avait fermé la porte de l'extérieur plutôt que de l'intérieur, il aurait pu essayer. Je pense que c'est des petits détails comme ça, de détails de décor, qui m'auraient un tout petit peu évité d'avoir ces petits trucs à déplorer, mais globalement c'est quand même super fort. Et c'est le moment qui me fait le plus chialer de la série, son sacrifice, le message qu'il laisse et qui aura su marquer énormément. Hein, c'est facilement la mort la plus touchante et la plus triste de la série pour moi. Et ce qu'elle représente, c'était quelque chose. Ça m'a vraiment touché. N'empêche que, en dépit de ça, je peux quand même pas dire que je préfère cet épisode à numéro 1, Le Réveil. Le meilleur épisode est le premier. Beaucoup de gens ont déjà pointé ça, comme quoi c'était une valeur de production incroyable, de la mise en scène de ouf. On n'a jamais mis autant de moyens dans un pilote de série avant. Après coup, on a fait plus, je pense. Vous pourrez peut-être me citer d'autres séries, mais on n'a jamais mis autant de force dans un épisode pilote de série avant Lost. Et ça se ressent tellement, puisque ça aide parfaitement à être pris dans l'ambiance que veut raconter cette série. C'est-à-dire le naufrage, comment nos personnages le vivent et vraiment l'horreur, le chaos que ça engendre, comment Jack, après être sonné, finit par partir une fois de plus vers son complexe du Messie, je dois sauver tout le monde, et comment on essaie un petit peu de réfléchir à notre situation. On est paumé, il faut qu'on s'organise, il y a peut-être certaines choses à faire, retrouver le pilote et la mise en place de certains mystères, cette fumée noire et comment nos personnages vivent ça. On n'a pas un détail sur tous nos personnages, certains on apprendra à les connaître au fur et à mesure, mais on a déjà une bonne approche et une très bonne vision, un très bon échantillon de ce que donnera la série, c'est-à-dire du flashback pertinent sur l'état d'esprit de nos personnages, comment ils étaient avant, et une vraie intrigue autour de nombreux personnages diversifiés avec vraiment leur personnalité à part qui se devine très vite. On a vraiment un bon point de vue de la plupart des personnages. Je veux dire, à part Sun et Jean et John Locke, on passe suffisamment de temps sur pas mal de nos personnages principaux pour avoir une idée assez forte de ce qu'ils représentent, avec Jack, Kate et un petit peu Charlie au centre, qui sont pris là-dedans. Et c'était assez fortiche, cette façon de savoir nous agripper aussi bien, tout simplement. C'est juste parfaitement mené. Il n'y a pas grand chose à pointer de particulier. La scène de départ où on découvre les naufragés et le crash de l'avion, c'est prenant. Tous ces flashbacks sont plutôt bien ficelés entre eux. Et quand on voit le nombre de fois qu'on reviendra dans cet avion à de nombreuses reprises et qu'on sait qu'on a dû refaire ça après, on se dit qu'il y a un vrai travail qui a été fait pour ce décor-là. Et toutes ces scènes où on apprend à découvrir nos personnages, la relation entre Jack et Kate, comment certains vivent cette aventure, entre guillemets, et comment ils s'y accommodent, comment certains sont plus ouverts que d'autres. Une fois de plus, Sawyer, on le découvre assez vite comme étant quelqu'un de très débrouillard et très loup solitaire. Et oui, cet ours polaire qui les attaque et lui qui sort son flingue en mode rien à foutre. J'avoue que j'étais bien badass, hein. C'était bien badass hein, dans cette introduction. Beaucoup de choses qui se mettent en place et pas mal de découvertes
Hein, le fait que quelqu'un était déjà là et que ça fait des plombes que cette personne est là, le message de Carole est déjà présent, tout ça c'est très bon. Et ça met déjà en place énormément de choses, énormément de mystères, énormément de dynamiques de personnages qui montrent qu'on a une série qui sait au moins un peu où elle va et qui sait parfaitement donner la première impression pour ça. Et oui, cet épisode en soi, il n'a presque rien à redire en ce qui me concerne. C'est parfaitement géré du début à la fin. Et en toute sincérité, c'est de loin le meilleur pilote de série que j'ai jamais vu pour l'instant. Et j'en ai vu beaucoup de séries. Il y a beaucoup de séries que j'ai adorées, je pense, si je devais qualifier leur qualité, ou plutôt leurs défauts, en ont moins que Lost. Vraiment, hein, j'ai beau adorer cette série, je reconnais une fois de plus les défauts qu'on peut y trouver, mais je ne situe aucune série comme ayant su me capter à ce niveau-là, à ce point-là, avec leur pilote. C'est magistralement fait, tout simplement. Et ouais, ça, c'est le truc qui sait vous agripper. Et pourtant, c'est même pas ça qui m'a agrippé de base. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas commencé avec l'épisode pilote. Mais si j'avais commencé avec l'épisode pilote, c'est clair et net que j'aurais été encore plus chaud. Encore plus, c'est vous dire. Alors, en tout cas, voilà qui conclut cette liste. C'était, je l'espère, intéressant pour vous. Pour moi, c'était un exercice différent et ça va me demander un travail de montage plus long que d'habitude, donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça aura son petit public, parce que je serais pas contre faire ça régulièrement. Il y a beaucoup de séries qui me plaisent bien, dont j'aimerais parler, et c'est une très bonne façon de le faire, de revenir sur ce qui a été le moins bien fait et ce qui a été le mieux fait. Lost, c'est un peu une série chère à mon cœur, et comme techniquement ça a été produit par une filiale de Disney, c'est limite si je pourrais pas faire des vidéos style Gravity Falls dessus, parce qu'il y aurait des choses à dire une fois de plus, mais en parler comme ça me fait plaisir, et une fois de plus j'ai pas tout le temps du monde, je peux pas faire des séries de vidéos sur tout et n'importe quoi, et j'ai pas tout le temps, je suis désolé. Des gens qui veulent que je traite ci, ça, j'ai pas tout le temps. Ce genre de choses peut être un bon compromis, donc j'ose espérer que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de futures vidéos, en espérant que ce format vous attire. Au revoir!